Bienvenue sur le podcast Nourrissant. Je suis Mélanie Notary et j'accompagne mes clients à construire une vie personnelle et professionnelle nourrissante, joyeuse, fluide et profondément vivante. J'aime penser mon entreprise comme une fabrique de vie et de voix singulières. Le podcast Nourrissant, c'est un rendez-vous tous les vendredis à partir de 5h pour nourrir votre quotidien de réflexion, de partage d'expériences et de rencontres inspirantes pour stimuler la vie qu'il y a en chacun de nous. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Gaëlle Lecam, que j'ai rencontré l'automne dernier grâce à ce podcast d'ailleurs, et que j'ai eu la joie d'accompagner aussi sur un de tes grands projets l'année dernière. Et aujourd'hui, bien du coup, tu vas nous parler un peu de ton parcours et de aussi ce à quoi tu aspires aujourd'hui dans ta vie de femme, de maman et de tous les projets qui viennent aussi vers toi en ce moment. Donc, je suis ravie de t'accueillir ici. Comment vas-tu déjà ? Je vais très bien, merci. Avec la transition là vers l'automne et les saisons un petit peu plus sombres, je crois qu'il faut s'y préparer. Donc ce matin, j'ai pris mon petit verre d'eau citronnée et mon miel, là, comme tu me l'as recommandé. Je trouve ce rituel vraiment, voilà, donnant de la confiance déjà en moi pour la journée. Tu vois, c'est important de se dire. Ton foie n'est plus que est juste content. Ouais, exactement. Non, merci à toi vraiment de me convier sur ton très beau podcast que je connais, c'est vrai, depuis maintenant un peu plus d'un an. On s'était connus à travers Victor, voilà, oui, à qui on fait d'ailleurs un petit coucou aussi. Absolument. Et, j'avais commencé par écouter ton podcast avant de prendre contact avec toi. Et j'ai vu d'ailleurs, je t'ai vu évoluer aussi et arriver à un certain équilibre. En tout cas, je le vois toujours ça. Et j'aime beaucoup ce que tu fais passer, les messages et l'évolution de ce podcast est dans cette même lignée. Je trouve que ce mot, ce nouvel intitulé de nourrissante correspond complètement. Je voulais te le dire. Merci Gaëlle. Est-ce que tu pourrais nous évoquer ton parcours, s'il te plaît ? Parce que c'est un parcours un peu atypique quand même. Oui, complètement. Alors, moi déjà j'ai 44 ans, donc j'habite Plugufan, près de Quimper, dans le Finistère. Je le précise parce que c'est vrai que je suis engagée sur cette commune à plusieurs niveaux, donc on y reviendra tout à l'heure sans doute. J'ai un parcours qui m'a amenée à travailler autour de l'intérêt général et des territoires. Donc administrativement, cela veut dire que j'ai une carrière dans la fonction publique territoriale en tant que cadre contractuel. Donc j'ai gravi certains échelons et mon dernier poste était directrice d'une mairie en ruralité, pas très loin de Quimper non plus. Ce parcours m'a amené à découvrir ce que recouvrait la notion de territoire et maintenant j'ai la grande chance de travailler avec un docteur en géographie, Damien Deville, avec qui on a pour projet de faire découvrir à d'autres, à une audience aussi, les territoires à travers notre vision, c'est-à-dire que les lieux sont des espaces de sociabilité. C'est là où on prend notre café, c'est dans des petits commerces, c'est là où on fait des courses, c'est là où beaucoup de choses se passent finalement. Et on a envie à travers la vidéo, le podcast justement, de faire découvrir un peu un nouveau récit des territoires, quelque chose d'un petit peu inédit. Donc je travaille sur ça actuellement et puis depuis 2020, je suis aussi à mon compte. J'ai initié une idée que j'avais qui s'appelle Un chemin en mots, qui est un peu plus qu'une simple entreprise, puisque pour moi c'est vraiment un petit peu la toile de fond de ma vie. Récemment, j'avais l'impression que mon idée stagnait, et puis je me suis dit mais en fait ça ne fait que 3 ans que je l'ai mis en œuvre, j'ai tout le temps.
de la voir évoluer, de la déployer comme j'aimerais exactement. Donc comme je suis, comme tu le comprends, voilà, je suis sur un peu plusieurs projets en même temps et je me donne le temps de bien faire les choses et puis toujours avec un petit pas de côté. C'est un petit peu la vie qui m'a appris ça parce que déjà j'estime que j'ai une vie bien plus riche que tout ce que j'avais pu imaginer. Et c'est un propos qui est pas courant, je le sais, même un propos assez rare puisqu'on a plutôt un discours un peu peut-être soit de lamentation ou de soit quand les personnes font le récit de leur trajectoire, il y a beaucoup d'objectivité finalement. Il faut un récit où il y a pas tellement d'émotions, je trouve parfois. Voilà, c'est très chronologique. Et moi, j'estime que déjà à 44 ans, j'ai croisé des personnes incroyables. J'ai pu avoir des expériences qui m'ont énormément nourrie, justement, pour répondre aussi à l'invitation de ton podcast. Et désormais, j'ai une telle satisfaction de la vie en moi que je me permets de faire un pas de côté. Et ce pas de côté, il s'exprime dans une certaine créativité et puis des temps de latence aussi pour mener à bien ces projets et puis même d'autres encore que j'ai pas évoqués. Depuis quelques années aussi, j'ai l'idée d'un roman un peu sociologique et que je souhaite bien sûr faire aboutir autant que possible. Mais pareil, je me laisse le temps de bien comprendre, de bien observer, de poser aussi voilà toutes les phrases et tous les mots que je souhaite pour parvenir à l'accomplissement. Et je crois aussi à une forme d'épanouissement parce que c'est ça qu'on cherche finalement, c'est à ça qu'on doit répondre, c'est est-on heureux? Oui, et si la question elle est que partiellement répondue, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc je suis beaucoup dans le présent du présent actuellement. C'est Mona Ozouf qui disait qu'elle a un parcours empli de chance. Alors moi, c'est vrai que je me pose la question aussi, je me dis, est-ce que c'est de la chance? Est-ce que la chance, je l'ai provoquée? Est-ce que c'est un état d'esprit? Je pense que c'est un petit peu des trois. Et donc actuellement, voilà, je me permets d'avoir des projets qui sont clairs, qui sont posés, mais de me donner ce temps d'accomplissement pour être chaque jour de plus en plus satisfaite déjà de moi-même et puis après de l'environnement aussi dans lequel j'évolue, etc. Bah merci pour ça, Gaëlle. Ça fait oui, j'ai été fort de positivité. C'est un petit peu long, c'est vrai. Oui. Je précise aussi si ça peut nourrir aussi cet épisode que je suis maman de 3 enfants, dont 2 grandes filles qui auront le mois prochain 22 et 20 ans. Et puis d'un garçon qui aura bientôt 11 ans. Voilà, et que j'accompagne aussi beaucoup forcément, puisque à cet âge-là, il faut la présence parentale est bien sûr indispensable. Et puis on aura peut-être l'occasion d'en reparler si tu le souhaites, avec ce que je t'ai dit, parfois. Complètement. Déjà, j'aimerais que tu évoques, parce que tu sais, souvent quand on est dans la fonction publique, ça peut être assez confortable. C'est des postes, on va dire, plutôt stables, avec une possibilité en plus de grimper les échelons. Quel a été le déclic pour toi de te retirer de ça et du coup de créer une transition vers d'autres projets plus personnels? Oui, c'est vraiment une très bonne question puisque en fait c'est sûrement parce que la société a vraiment une fausse idée sur ce qu'est l'administration et ce que sont ces postes en collectivité ou en fonction publique, que j'ai décidé de me retirer pour les décrire et les personnifier dans un roman. Tu vois, ça a été vraiment, en tout cas, c'est un de mes objectifs. Bien sûr, il y a sûrement d'autres motivations, mais déjà, c'est vrai que je peux faire cette passerelle-là. Je me suis dit que c'était quand même dommage que
certaines personnes, on va dire, je pense que c'est quand même une idée répandue d'une majorité de la société de penser que l'administration ne travaille pas, que l'administration ne répond pas, que l'administration est pléthorique aussi. Voilà, je pourrais en donner plein d'exemples. Et quand on est de l'autre côté de la barrière, eh ben, on sait que toutes ces idées sont complètement fausses. C'est-à-dire que moi, je défends et c'est pas, enfin, comment dire ça, c'est j'ai vu des postes très invisibilisés. Je pourrais citer par exemple voilà les ATSEM qui travaillent en école maternelle et qui font beaucoup, qui sont indispensables, et beaucoup d'autres postes en fonction publique sont complètement indispensables, et c'est aussi grâce à ça que la société tient. Voilà, je pense à à tous ces agents aussi qui comment entretiennent les routes, par exemple, ceux qui ramassent les poubelles, les agents de déchetterie. Voilà, c'est un indispensable qu'on a actuellement. Et puis, à côté de ça, il y a les hauts fonctionnaires qui sont aussi extrêmement critiqués, alors leur assignation au travail est phénoménale, vraiment. Vraiment, c'est ce que j'ai pu constater. Et à travers voilà mes écrits, un jour ou l'autre, j'aimerais vraiment faire passer ce message en détaillant tous ces mécanismes que la société ne voit pas vraiment. J'avais l'impression aussi que c'était un petit peu une idée de récit inédite, et j'ai l'impression que il existe dans des romans parfois bien sûr des exemples, quelques personnages, pas forcément de la fonction publique d'ailleurs, mais on parle parfois des maires, etc. Mais c'est toujours avec des préjugés, et moi ça ne me convient pas du tout, ayant vécu voilà ayant vécu et évolué professionnellement dans le secteur public et pour l'intérêt général, je me dis que ça, on peut pas continuer à critiquer voilà de cette façon-là. Et du coup, alors, ça a été quoi la transition? Qu'est-ce qui a fait que tu es partie de ça pour t'installer à ton compte? Alors la transition, c'est une envie aussi de créativité, comme si tout d'un coup, tu sais, on parle de cerveau droite et de cerveau gauche. J'avais l'impression quand même, malgré tout, de faire des choses qui étaient très récurrentes quand je travaillais, ce qui est le cas forcément quand on est salarié. Généralement, c'est cyclique quand même, et puis on sait que dans l'année, on aura tel et tel. Et je n'avais plus vraiment envie de ça. J'avais envie d'avoir un emploi du temps que je choisirais un petit peu davantage, même si bien sûr la fonction entrepreneuriale ne se déleste pas bien sûr de toutes les contraintes, bien au contraire, mais en tout cas j'avais envie parfois de choisir certains moments, sûrement aussi d'être plus dans l'accompagnement de mes enfants, puisque j'ai été une maman aussi qui était très très occupée. Comme je te le disais au préalable, j'ai été engagée sur Plugufan, je le suis moins maintenant, c'est-à-dire que j'ai été adjointe au maire de 2008 à 2014. Et puis j'ai été tête de liste en 2020, en 2014, je me trompe pas, en 2014. Et ce qui nécessitait forcément beaucoup d'absence de mon foyer. Et donc tout ça en cumulant une fonction professionnelle également. Et puis une carrière qui a évolué dans le bon sens, et tant mieux d'ailleurs. J'ai pu avoir de plus en plus de responsabilités au sein de la fonction publique territoriale, mais ça demande des sacrifices. Il faut pas se le cacher. Donc ces absences, ces réunions le soir,
ces demandes un petit peu à toute heure, parfois voilà des astreintes le samedi aussi. Donc une maman pas forcément présente et qui a changé quasiment du tout au tout. Et d'ailleurs comme quoi on évolue beaucoup dans la vie parce que j'ai changé d'emploi du temps, on va dire, mais je sens que j'ai changé aussi dans ma personnalité. Peut-être le fait d'avoir des responsabilités, du management, de devoir faire les choses de façon un peu plus contrainte que maintenant. J'étais beaucoup moins douce, beaucoup moins bienveillante. J'avais un regard moins nuancé sur les choses aussi, les choses passantes de la vie. Et tout ça a fortement évolué. Et je me dis en 10 ans, je suis plus tout à fait la même. Et le regard des autres sur moi et le regard de gens assez étonnés qui se disent que on peut changer tout en restant la même personne, bien sûr, mais de façon plus, je sais pas quel mot utiliser, mais en tout cas peut-être aussi plus sensé finalement aussi, en épousant un peu aussi les mutations de la société peut-être quelque part. Et finalement, tu t'es aussi un peu révélée à toi-même. Complètement, c'est ça. Et je trouve ça important de pouvoir le faire un moment ou un autre dans sa vie. Alors beaucoup ne prennent pas ce temps-là. Alors c'est vrai qu'on dit qu'il y a les esprits fixes et puis il y a ceux qui sont davantage en évolution. Moi c'est vrai qu'étant plus jeune, je pense que j'ai été beaucoup percée par des esprits fixes. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais que j'ai une vie beaucoup plus riche que tout ce qu'on m'avait prédit, hein, tout ce que les bonnes fées m'avaient prédit, c'est aller bien au-delà. C'était aussi le conditionnement. Moi, je suis une enfant des années 80, donc c'était forcément aussi le conditionnement un petit peu féminin qui était à l'œuvre à ce moment-là. Donc, même au niveau des métiers que je pouvais envisager, on m'avait pas forcément présenté grand-chose, donc j'ai eu beaucoup de mal à trouver ma voie aussi. C'est vrai que je l'ai pas dit. Moi, j'ai un bac littéraire et j'ai fait un petit peu de lettres modernes, mais ensuite, je ne savais pas du tout quoi faire du tout. Et c'est vraiment intéressant de voir qu'on peut que la vie est bien faite aussi, comme tu le dis souvent, tu vois, que la vie elle est joliment agencée, ouais, complètement, pour t'amener vers des voies riches, incroyables, pleines de sens, et c'est pas qu'une voie, quoi, c'est de multiples chemins à emprunter. Et si on peut, comme moi, faire à un moment donné ce stand-by et se dire mais là il y a peut-être un carrefour et je peux emprunter la voie que je souhaite. Alors je sais très bien que ça ce n'est pas possible pour tout le monde, il faut quand même avoir atteint aussi une certaine sécurité tant émotionnelle que aussi matériel, etc. Je suis bien consciente de tout ça, mais si on peut le faire à un moment donné, n'hésitons pas surtout, et peut-être même plusieurs fois dans la vie. Hein. Oh oui, de toute façon la vie est grande et la vie est longue et on peut se réinventer tellement. Je rebondis juste sur ce que tu as dit précédemment, sur le fait que tu vois, il y a la vie, elle est d'une grande richesse, moi je peux l'expérimenter aussi, et si toi tu peux le dire à 44 ans, je peux le dire à 26 ans, mais oui, elle est magnifiquement orchestrée, mais je pense aussi, tu vois, qu'il faut aussi s'ouvrir et accepter et s'autoriser à vivre en fait la providence que nous offre la vie. Il y a beaucoup de personnes qui sont en lutte, qui s'acharnent sur certaines choses, et du coup la vie elle ne peut pas forcément s'immiscer là-dedans non plus. Et même si ton parcours et le mien, ça a été aussi parfois l'audace de dire oui, et que du coup ça ouvre des portes à d'autres portes et à d'autres trajectoires. Mais
Mais en fait, ça va pas forcément tout cuit. Il faut aussi s'autoriser à le vivre. Mais complètement, c'est ça. Enfin, par exemple, ma rencontre avec Damien, donc le géographe, c'était quelque chose qui sociologiquement n'était pas fait pour moi, on va dire, puisque moi j'ai pas de diplôme du supérieur particulier, je ne peux pas prétendre non plus à certains cercles sociologiques. Et pour autant, la rencontre avec Damien s'est fait d'abord sur Twitter en 2018, ex-Twitter, et petit à petit, en échangeant, on s'est aperçu qu'on avait beaucoup plus de points communs que ce que finalement, on va dire la théorie pouvait nous laisser croire. Mmh. Et donc, de tissage en tissage, c'était évident que l'un et l'autre, on avait envie d'avoir un projet ensemble. Et c'est vrai que sur le papier, quand tu prends les éléments, lui il a un bac+8, il est en plus dans des cercles aussi de responsabilité. Moi, il a une notoriété quasiment, on va dire, nationale. Moi, qui étais-je à côté de lui, tu vois, c'était je le dis de façon authentique, très simple. Je ne sais pas si on se le dit vraiment. On se le dit à un moment donné, mais bien sûr, on ne le confiera pas à d'autres. Qu'on a ce dialogue intérieur tout le temps en nous, avec nos conditionnements, comme on le disait tout à l'heure. Et donc si tout le monde est d'accord de laisser des portes ouvertes, mais que la vie peut être belle et riche, de plein de jalons à saisir en fait, à saisir complètement. Et tu vois, tu parlais de parcours différents et de statut social qui pourrait l'être aussi. Mais moi, d'expérience que je vois, c'est que quand il y a une passion, ces barrières-là sautent parce qu'en fait, ce qui prend le dessus, c'est les intérêts, c'est la passion. Moi, je sais que très jeune, quand j'ai commencé mon entrepreneuriat, j'avais 19 ans, 20 ans, et je me suis retrouvée dans des restaurants avec des chefs renommés à cet âge-là, où en fait, je n'étais pas la commerciale qui essayait de vendre un chocolat exceptionnel, mais en fait une fille passionnée par la gastronomie, qui au contraire n'avait absolument pas le discours commercial puisque je n'ai fait aucune étude dans ce sens-là à ce moment-là. Et en fait, on était transportés par le fait de certains faits, de produits, de rencontres en commun. Et au final, toutes ces barrières fondent, explosent. Et ce qui est le seul lien, c'est la passion, c'est ça qui nous unit. Et c'est vrai que j'ai rencontré des personnes exceptionnelles grâce à de l'audace, mais en fait aussi surtout par qui l'on est profondément et par nos passions et nos aspirations. Oui, moi je peux en témoigner parce que finalement, alors moi, si j'avais une passion ou un talent à défendre, ce serait l'écriture. On en revient justement. C'est ça qui est un peu la ligne rouge de mon existence actuellement et depuis, on va dire, 2017. Alors je pense que j'avais ça en moi depuis toute petite, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui a beaucoup lu, même énormément, depuis toujours. Après, j'ai tenté, comme beaucoup d'adolescents, de jeunes adultes, d'écrire un petit peu, et puis bon voilà, j'ai laissé tomber. La vie m'a appelée aussi sur d'autres perspectives, et j'ai repris vraiment vers 38 ans. Et puis il y a eu des commencements avec l'écriture, c'est-à-dire que quand j'étais en poste aussi dans la fonction publique territoriale, j'ai commencé à tenir un blog un petit peu sur mon quotidien professionnel, et puis qui s'est élargi finalement à des questions plus nationales, à des questions, à des sujets d'une certaine envergure, ce qui m'a permis justement un petit peu certaines rencontres dont je parlais tout à l'heure. Et cette ligne rouge se retrouve un petit peu dans tout ce que je produis maintenant,
que ce soit donc sur un compte Twitter il y a quelques années que j'anime plus forcément, mais qui m'a permis aussi une petite notoriété à un moment donné, quelques années, et donc d'autres rencontres aussi. Sur mes comptes Instagram, j'ai toujours envie de poser quelques mots qui soient beaux, qui soient authentiques, qui soient réalistes et qui permettent à chacun une forme un peu d'identification. Et dès lors que certains lecteurs attrapent ces mots comme je les envoie, ça permet très rapidement finalement d'échanger et puis de se trouver des points de convergence et souvent d'aller plus loin. Mais c'est vrai que c'est ce qui traverse mon existence et qui m'a permis en effet de pouvoir aller plus loin que ce que j'espérais, comme je le disais un petit peu au préalable tout à l'heure. Et justement, tu évoquais le fait de créer du lien, des convergences à travers aussi ce que tu proposes sur Instagram. Et je pense qu'on a bien compris que tu es quelqu'un qui est très ancré dans son territoire. Et depuis quelque temps, tu proposes un regard sur ta commune qui est Plugufan. Donc c'est une petite commune. Je sais pas combien d'habitants il y a à Plugufan. Il y a 4500 habitants. 4500 habitants. Donc c'est dans la communauté de Quimper. Ouais, c'est ça. Et tu as de la chance puisque c'est quand même bordé de beaucoup de nature. Et est-ce que tu pourrais nous parler justement de ce projet qui permet en fait à plein de gens de Plugufan ou de personnes qui connaissent Plugufan aussi de se reconnecter à leur propre ville et à le voir d'un autre regard, puisque souvent en fait dans le quotidien la phase d'émerveillement nous quitte souvent. Et toi justement tu es là au quotidien à venir montrer en fait là où tu vis. Et tu vois, souvent dans ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, c'est souvent montrer l'ailleurs. C'est l'homme est plutôt stimulé par l'inconnu, par l'ailleurs, par ce qui fait, par les grands fantasmes de nos sociétés. Et toi, en fait, au contraire, tu proposes un autre chemin, c'est d'aller en fait plutôt à s'émerveiller en sortant de chez soi, tout simplement. Ouais, complètement. Merci pour de mettre en valeur ce petit compte, cette créativité du quotidien que j'ai mis en œuvre depuis 2 ans environ. Moi, j'habite depuis 19 ans à Plugufan. Alors, comme tu dis, ça aurait pu être le désamour total. Et puis il y a eu aussi certains jalons. Bien sûr, il y a eu le confinement, le Covid, qui m'a permis de retrouver un petit peu ma commune, notamment quand on avait simplement 1 heure de sortie, ce qui, avec du recul, était complètement fou, bien sûr. Et moi, j'avais décidé que cette heure, ce serait pour aller marcher. Donc, j'allais marcher très tôt le matin au printemps, évoluant aussi mes heures de marche évoluant finalement avec le lever du soleil, ce que je n'avais absolument jamais fait. D'ailleurs, je crois que je connaissais même pas ce que c'était vraiment une aube, à part les aubes d'hiver, mais les aubes de printemps et d'été, je les connaissais pas plus que ça. Et là, j'ai découvert un phénomène extraordinaire et que j'ai revisité à ma manière. Après, dans la suite des jalons que je vois comme ça, il y a eu aussi la rencontre en littérature avec Georges Perec, qui a beaucoup écrit aussi sur l'ordinaire de nos vies, l'ordinaire des lieux. Ça m'a beaucoup marqué, notamment quand il dit que les journaux ne parlent pas du quotidien, alors que lui, ce qu'il souhaite, c'est vraiment que quelqu'un, à un moment donné, lui parle de son ordinaire. Et il parle même de l'infraordinaire, ce que je trouve vraiment bien, et c'est ce que je développe finalement sur mon compte Instagram. C'est vraiment la petite feuille d'automne qui va bouger, c'est le tapis de châtaigne, c'est l'eau qui coule, c'est mes pas sur le sol,
Ça, c'est tout simple, mais pour moi, c'est un grand bout d'aventure chaque jour, quoi. Et c'est vrai qu'on nous vend les voyages comme et l'aventure comme quelque chose de lointain, d'ailleurs, d'exotique. Alors le marketing fait ça très bien en nous proposant des plages de sable fin et bleu, sans personne généralement d'ailleurs, alors que ce n'est absolument pas la réalité. Ben moi, ce que je propose, c'est une certaine réalité, en déconstruisant aussi toutes les idées qu'on a sur l'aventure. Moi-même, quand j'ai commencé, je me disais que l'aventure en bas de chez moi, puisque c'est vrai que j'ai de la chance d'avoir ce bois en bas de chez moi qui s'est d'ailleurs ouvert de plus en plus, puisque la municipalité a décidé d'ouvrir de nouveaux chemins après le Covid justement. Et c'est très très bien fait, je dois le dire. Ça mène à un moulin, à des paysages encore autres. Et donc je me disais l'aventure, ce serait de croiser un chevreuil. Je me disais même peut-être un loup, pourquoi pas. Il y a des loups en Bretagne, faut le dire. C'est ça, c'est pour ça que je me permets de le dire. Plus dans les monts d'arrêt quand même, mais quand même. Mais c'est vrai que notre esprit nous propose toujours une forme d'absolu finalement, une forme de radicalité. Donc je me disais que j'allais me poser dans un coin et puis lire un livre quasiment en entier, alors que la plupart du temps je me pose et puis si je lis une page c'est déjà bien. Et en fait tout ça, tous ces petits accomplissements, je me suis aperçue que c'était ça l'aventure, et que l'aventure était pas tellement plus en fait. C'est déjà de faire le premier pas, de se mettre en mouvement, et après ce qui se passera, ce sera déjà bien, quoi. On n'a pas tellement besoin de plus pour être heureux et vivre et faire connaissance aussi avec ce qui nous a pas forcément été appris ou ce qu'on a délaissé, puisque c'est aussi ça. La conscience écologique là qui émerge depuis quelques années, c'est que on a oublié de quoi était composé le vivant et le non-vivant qui nous entoure. Hein. Quelles étaient les essences des arbres qui bordent nos chemins, de quoi un oiseau a besoin, où sont nos chevreuils. Voilà, c'est des questions qui me traversent avec une certaine forme d'urgence forcément, comme tout le monde. Et je me dis que ça, je peux déjà peut-être trouver les réponses en bas de chez moi, pas très loin, et revenir et puis m'informer sur tout ça, et faire ma part du colibri, quoi, tout simplement. J'aime beaucoup. Ça vient de Pierre Rabhi. Et en fait, ce que je trouve extraordinaire, c'est que donc en fait, ça pourrait être plutôt un compte personnel où tu proposes un regard, mais qui n'aurait pas forcément derrière, tu vois, la compréhension de l'autre, ou en tout cas un intérêt de l'autre. Mais ce que tu me racontes, c'est ce qui est drôle, c'est que il y a quand même des gens qui viennent vers toi parce que ils te reconnaissent. Oui, c'est vrai que Et plus. Oui, je me suis aperçue de ça, mais alors j'ai envie de dire forcément, puisque toutes les villes en France, toutes les communes proposent une communication qui est assez uniforme quand même. Il faut bien le dire, avec site internet, compte Facebook. Les communes sont rarement sur Instagram en plus. Et donc c'est une communication qui présente certains standards et qui est admise comme ça. Et moi, je me suis dit, je vais faire un petit peu autrement. Je vais leur dire aussi qu'il existe des lieux qu'on ne met pas toujours en valeur, mais qui sont bien là et qui ont eu beaucoup à proposer. Et en même temps, je parle aussi de ce qui se passe dans les évolutions de projets de la ville. Hein. Là récemment, j'ai filmé par exemple le petit parc là qui vient d'être inauguré, qui est aussi très beau.
Et voilà, c'est un peu une ligne comme ça qui parcourt mon compte. Et le fait qu'il y ait des photographies, je pense, un peu différentes de ce qu'on voit ailleurs sur les autres comptes, qui a un regard un petit peu décalé, qui est les mots peut-être, font que des personnes, et notamment des adolescents, me laissent quelques messages très sympathiques assez régulièrement, en me disant voilà, bah moi aussi je fais ça comme ça. Oui, c'est vraiment bien ce que vous faites. Je me reconnais dans cette promenade. Ah bah là, c'est pas loin de chez moi. En tout cas, oui, j'ai une petite communauté qui se forme petit à petit et qui aime me suivre et qui me met gentiment des petits j'aime sur mes stories. Ça me touche beaucoup, c'est vrai. Ça me touche énormément même. Mm. Je voulais aussi évoquer avec toi, donc tu as dit voilà, que tu as des enfants, donc 2 filles qui vivent un peu leur vie quand même maintenant, mais aussi un petit garçon qui a 11 ans et qui a quand même besoin d'une certaine dose d'attention et d'amour, à travers voilà son parcours aussi et qui il est, tu évolues toi-même aussi dans ta perception de l'enfance, de ce que tu as envie d'offrir, de l'attention aussi que tu peux lui apporter et de la présence qui lui est nécessaire. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de cette relation que tu as avec lui et de le mettre un peu aussi en lumière dans ce qu'il est? Oui, bah merci, merci de ton propos et de valoriser finalement ce temps que je lui consacre parce que c'est complètement ça. Tu m'as bien cerné, merci pour ça en tout cas. Parce que quand j'ai décidé, c'est vrai, d'arrêter de travailler conventionnellement, je dis bien conventionnellement parce que j'ai plein d'activités comme on l'aura compris, c'était aussi pour donner du temps à mes enfants. Alors donc il y a quelques années, mes filles étaient en fin d'adolescence et donc j'aurais donné ce temps-là et je pense qu'elles m'en sont plutôt reconnaissantes aussi. Et puis derrière il y avait donc ce petit garçon qui était en CP quand il y a eu le Covid et les confinements, puis en CE1, donc un regard sur lui qui était beaucoup plus proche que ce que j'ai eu, ce que j'avais pu connaître auparavant. Et rapidement, c'est vrai que ce petit garçon a présenté, on va dire des éléments de personnalité un peu différentes. Et j'ai senti c'était je pense une vraie intuition maternelle ou parentale qu'il aurait vraiment besoin de moi. Donc maintenant il a quelques années de plus et là il est en dernière année d'école élémentaire, donc en CM2. Et c'est vrai que je lui permets d'avoir du coup des horaires d'école plutôt agréable puisque par exemple il ne va pas à la garderie 2 fois par semaine, il reste manger à la maison, mais parce que aussi il a une sensibilité qui fait que de toute façon il ne pourrait pas, je pense, s'adapter à ces temps voilà sociétal qui serait un peu trop pour lui si tu veux. Donc la différence, on est en train un petit peu de la pointer petit à petit, en ayant avec lui une communication de plus en plus proche. L'année dernière, ce que je lui ai proposé, c'est d'être un peu sa meilleure amie, parce que ce qu'il me dit aussi, c'est qu'à l'école, il n'a aucun ami, qu'il n'a jamais pu se lier avec qui que ce soit. Donc il y a un travail aussi qui est fait de manière très intéressante avec les enseignants et les enseignantes de son école pour travailler sur toutes ces petites difficultés
et tous ces axes qu'on voit se dessiner petit à petit. Donc il a déjà, on va dire, son propre arc narratif. Et voilà, en tout cas, je suis heureuse de pouvoir l'accompagner et finalement que, comme tu le disais tout à l'heure, que une forme de providence m'ait confié cet enfant. Je me dis que la vie est bien faite puisque quand j'ai décidé d'arrêter le salariat, je n'avais pas encore pointé ces difficultés-là. Alors voilà, on n'a jamais les bons mots pour ça, bien sûr. Hein. Je parle de difficultés, mais il y a aussi avec lui plein de facilités et le fait que on ait une relation presque fusionnelle, ça a aussi forcément des côtés euh, exceptionnels. Ouais, voilà, exceptionnels forcément. Donc je disais que voilà, il y a quelques années, on n'avait pas encore pointé ces difficultés, et puis maintenant ça se fait petit à petit. Et voilà, la vie est merveilleusement bien faite de pouvoir l'accompagner comme ça. Et c'est aussi, c'est sûrement aussi grâce à lui que je deviens ce que je dois devenir, hein, et que je me suis adaptée à sa façon de faire, à son grand besoin de douceur, par exemple. Moi, j'étais pas quelqu'un qui était une personne forcément douce. On n'aurait pas dit, Gaëlle égale douceur, tu vois. Et je crois que il m'a permis ça de remarquer qu'il y avait ça en moi et de faire émerger cette caractéristique petit à petit. Mais apparemment, les enfants sont de très grands enseignants. Je ne peux pas encore en parler d'expérience, mais c'est ce que j'ai pu lire et entendre de beaucoup de bouches de parents. Mais complètement, je pense qu'ils nous élèvent autant que nous les élevons. Enfin, c'est complètement une idée reçue que nous, on propose un cadre, voilà, simplement, et puis on propose ce qu'on peut aussi, j'ai envie de dire, hein, avec toutes les limitations qu'on a, et puis tout ce qui nous a été transmis et qu'on doit déconstruire aussi, ou bien reconstruire, ou faire comme on le souhaite. Et les enfants arrivent avec leur potentiel, avec leur force, avec leur envie aussi. Il y a un désir chez les enfants qui est incroyable parce qu'il est assez inconditionnel, ce désir. Il y a leur amour, il y a tellement de choses qui sont pas tellement décrites non plus. Tiens, ça me donne l'idée de nouvelles pages de conversation, mais tellement de choses qui ne sont pas décrites dans les littératures et qui font que pour moi c'est 50-50 quoi. Voilà, on est autant éduqués par nos enfants qu'on les éduque. Hein. Et donc je voudrais aussi beaucoup évoquer avant qu'on arrête notre discussion, mais enfin, tu m'avais contacté pour ce grand projet, comme tu dis, c'est une trame de fond, un chemin en mots l'année dernière, et on a beaucoup pensé ce projet ensemble, et tu continues à le nourrir, mais j'aimerais que tu nous l'évoques quand même, puisque c'est assez inédit ce que tu proposes. Alors, des plumes, il en existe, des biographes, il en existe, mais vraiment d'être plume un peu de vie, d'aller raconter un événement ou au contraire une vie dans toute sa beauté, mais aussi souvent dans l'ordinaire ou dans ce qui est universel. Est-ce que tu pourrais nous évoquer un petit peu quand même ce projet et ce que tu offres quand même, puisque ce sont des prestations que tu... Oui, bien sûr, oui, c'est vrai que tu as peut-être des notes de l'épisode, on pourra mettre voilà mon site internet, Ouais. Voilà mon compte Instagram éventuellement, si tu le souhaites. Évidemment. Moi, ma motivation, c'était que les gens ne disparaissent pas sans laisser une trace.
Ça, c'est ma grande motivation. Alors, pourquoi je l'ai? Je pense que voilà, ça doit être inhérent à une de mes névros, j'imagine. Je ne sais pas du tout, hein. Mais j'ai pas tout à fait creusé encore cette question. Mais je me dis, ouais, la société est tellement riche de ses singularités, et pourtant, j'ai l'impression qu'il y a peu de gens qui se permettent de laisser quelque chose et de transmettre. Ou si on le fait, c'est simplement sous forme d'objets, beaucoup d'ailleurs. Voilà, quand on hérite, il y a une partie financière, une partie patrimoine, mais reconstituer la vie d'une personne, c'est quand même assez complexe. Alors, je ne prétends pas, bien sûr, à reconstituer des vies entières, mais je me dis que tout le monde a quelque chose à laisser, ne serait-ce qu'une anecdote. Et c'est également valable pour les entreprises qui, pour moi, ont des vies vraiment aussi à raconter. D'ailleurs, l'un et l'autre, c'est-à-dire que la sphère personnelle m'intéresse autant que la sphère entrepreneuriale. C'est là où on se Vraiment. rejoint. Ah, mais oui. Mais en plus de plus en plus, j'en suis complètement persuadée. L'un ne va jamais sans l'autre. Et même au-delà de ça, finalement, euh, si les gens laissent un temps soit peu et qu'on puisse reconstituer, je suis persuadée qu'on peut pas, par exemple, évoquer une personne en évoquant son travail ou sa carrière. Tu vois, les gens ne parlent pas de ça, par exemple, hein. Généralement, c'est pas quelque chose qui est dit, comme si c'était un peu tabou, comme s'il fallait masquer, comme si la vie personnelle prenait le pas finalement sur la vie professionnelle, comme s'il y avait pas, comme si la profession n'était pas un lieu d'épanouissement. Finalement, c'est un peu une idée reçue aussi, tout ça, puisque moi, je suis persuadée que les gens se sont épanouis dans leur métier, beaucoup plus, en tout cas, ce qu'on laisse entendre. C'est pas parce qu'à un moment donné, on a peut-être milité parce que c'était moins bien, mais bien sûr que tout le monde a des revendications, bien sûr que tout le monde a le droit de demander plus. Ça, c'est voilà, c'est au contraire, au contraire. Et malgré tout, voilà, je suis persuadée qu'il y a une satisfaction d'ensemble, mais il est de bon ton de ne pas en parler. Et d'ailleurs, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Moi là, je trouve que voilà, de ce qu'on m'a confié, de ce qu'on a pu parfois me laisser, de ce qu'on a des rencontres que j'ai faites, voilà, moi je le revendique. Voilà, j'ai une existence qui me convient tout à fait, qui a pourtant sûrement, qui est bien imparfaite aussi, qui a certainement ses limites, mais si j'avais un message à passer, c'est voilà, prenez un petit peu de recul sur votre existence et regardez aussi les très très bons moments, ce que vous faites qui est un petit peu hors du commun, et c'est pas forcément, c'est ce que vous ressentez à l'intérieur de vous qui compte, et non pas la chose extraordinaire qui s'est passée. Enfin, de toute façon, est-ce qu'il y a vraiment ordinaire et extraordinaire? Je pense que c'est les pensées que l'on a à certains sujets qui comptent vraiment. Mais tu sais, ça, tu évoques ça, mais je pense que le fait de ne pas dire que en fait dans sa vie ça va. Alors après, forcément, c'est la vie, donc dans sa pluie, dans son soleil, dans ses arcs-en-ciel. Mmh. Mais d'être profondément satisfaite, je pense que si il y a tout ce passé judéo-chrétien qui en aucun cas valorise la satisfaction, l'accomplissement, et du coup, je pense que c'est profondément ancré aussi dans l'univers, oui, l'univers collectif ou l'inconscient plutôt collectif. Bon, ça peut être l'univers aussi, et du coup, ça c'est profondément, oui, c'est universel dans nos sociétés. Ou être satisfait, même par exemple le fait de s'aimer. Pour moi, je pense que c'est le plus bel accomplissement qu'on puisse faire dans notre vie, et je pense que c'est le chemin
d'une vie ou de plusieurs vies, mais s'aimer, quelqu'un qui dit bah moi je m'aime, il va être pointé du doigt, alors que c'est absolument merveilleux de s'aimer. Ben, voilà, ouais, de ressentir une certaine satisfaction à son encontre, c'est quelque chose, oui, Bah de j'imagine, merveilleux. Moi, je imagine le trouve de magique, sentiment. ouais, voilà, mais oui, les mots comme la plénitude, l'apaisement, la quiétude sont quand même des mots rares encore à l'heure actuelle, malgré bien sûr tout le développement personnel qui est de plus en plus à l'œuvre, et voilà, et j'espère qu'il fera aussi que beaucoup de choses seront déconstruites, et qu'on aura des êtres et des collègues et des amis et des proches qui pourront aussi petit à petit se satisfaire de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils feront. Oui, et je voulais aussi évoquer avec toi, donc c'est vrai que tu as un côté... Ah non, tu nous as pas parlé quand même de ce que tu proposes, encore une fois, Gaëlle. Ah, mais oui, je pars. Décidément. Et ben, À quel écoute, moment on peut faire appel à toi, en fait? Pourquoi on fera appel à toi? alors déjà, on peut faire appel à moi si on a des difficultés à trouver des mots, qu'on a l'impression qu'on a des pensées qui sont certainement tout à fait justes, hein, mais on a du mal à les formuler. Une fois qu'on passe à l'écrit, on se dit que bah, c'est pas tout à fait ça que on souhaiterait dire. Donc moi, des mots, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup dans mon mon répertoire, et souvent ça étonne les gens en fait le nombre de mots que je connais, que j'utilise. Et au-delà des mots, tu sais les manier. Oui, je pense aussi, voilà, exactement. C'est pour ça que je parle souvent de capacité aussi d'analyse, parce qu'il ne s'agit pas juste de savoir écrire. D'ailleurs, qu'est-ce que savoir écrire? C'est un petit peu complexe à définir, mais en tout cas, voilà, j'ai ce vocabulaire, j'ai cette capacité d'analyse. Je pense aussi que j'ai cette empathie qui fait que j'ai cette possibilité, cette faculté d'écouter, et aussi de m'adapter énormément à la personne en face, à ce que je découvrirai, et puis même à poser davantage de questions, à creuser ce qu'il y a à creuser. Donc voilà, voilà, on va dire un petit peu la trame un peu générale, c'est quand on a des difficultés à passer en mots, bah, ne pas hésiter à moi, qui me définis un peu comme une plume privée, parce que tu sais qu'il existe aussi le métier d'écrivain public, qui n'est pas du tout celui que j'exerce. Écrivain public, c'est vraiment quelqu'un qui s'occupe des tâches administratives, en fait. Généralement, d'ailleurs, ils sont employés par les caisses d'allocation familiale. Il y en a un dans chaque caisse d'allocation familiale, il me semble. Ça c'est pas très connu, d'ailleurs, tu vois, c'est pas très su forcément. Après, voilà, il y en a d'autres aussi qu'on peut recruter pour voilà, ces difficultés administratives. Mais en tout cas, moi, non, c'est vraiment plus une plume au service de votre discours personnel ou professionnel, pour voilà, pour raconter ce que vous souhaitez. Moi, je serai là absolument sans jugement. Ça peut être en fin de vie, quand on a envie de dévoiler des choses, mais ça peut être tout aussi bien en début de vie, pour éclaircir, ou en début de vie d'adulte, hein, bien sûr, pour voilà, éclaircir ce qui doit l'être aussi. Donc des prestations d'écrit, pour également voilà, valoriser peut-être aussi les paragraphes, tu sais, sur les sites internet, bon, pourquoi pas certains posts de réseaux sociaux. Voilà, tout est possible en fait, dès lors qu'il y a un passage à l'écrit. Ouais. Et même, tu vois, tu me disais que, par exemple, on va engager un photographe à un mariage, mais on engage peu ou pas de personnes pour venir, voilà, une plume pour venir raconter le récit du mariage. Et ça aussi, c'est laisser une trace. Comme on peut aussi te contacter pour écrire un texte pour un anniversaire, quelque chose qui va du coup rester, qui peut être le portrait de la personne, ou qui peut être une anecdote ou une histoire qu'on a envie de vraiment de
d'écrire de façon jolie, bien faite et qui marque, enfin vraiment avec laisser aussi un impact derrière. Il y a quand même, avec chez toi une diversité de supports qui est possible et ça je trouve ça extraordinaire. Oui, il y a moult possibilités, c'est pour ça que je peux pas tout lister, mais voilà, dès lors qu'on a envie de laisser une trace écrite, et pas forcément sans se dire donc je vais raconter quelque chose qui s'est passé. Non, ça peut être, et tu le dis très bien, ça peut être aussi au présent, une journée, je peux raconter une journée, être à côté des gens qui m'auront convié pour en effet, raconter un mariage, un baptême, un anniversaire ou que sais-je, ou même sur le plan professionnel, ça peut être un séminaire par exemple. Voilà. Tout Voilà. est possible. Tout est possible. Pour terminer cet épisode, j'aimerais bien quand même que tu nous dises en quelques mots qu'est-ce qui toi te nourrit au quotidien. Alors déjà, moi, j'ai défini que il y avait à peu près 3 choses qui me nourrissaient au quotidien. C'est d'écrire, donc forcément, d'aller Sans grande marcher. surprise. Non, c'est ça. Voilà, d'aller marcher ou de me mettre en mouvement. Et marcher, c'est vrai que c'est pas juste faire quelques pas. Je l'ai dit, je crois, dans un de mes derniers posts Instagram d'ailleurs, c'est aussi d'aller voir des paysages, d'aller à la rencontre de l'inattendu, puisqu'il va forcément se passer quelque chose, même si c'est juste voir une feuille bouger. Voilà, ce sera quelque chose. On ne vit pas dans le rien, on vit justement dans une certaine abondance, et l'abondance, elle peut être au pas, voilà, tout près de chez soi. Et puis, c'est aussi bien manger, justement. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, reste encore de l'ordre d'un certain mystère, je dirais, parce que là, il me faut aussi déconstruire beaucoup d'idées reçues. Je pense qu'on ne mange pas par intuition ou avec intuition, on mange parce qu'on nous a conditionnés à 3 repas par jour, avec un certain mélange de mets et d'aliments. Donc, je vois bien que ça a des retentissements, des conséquences aussi sur voilà, sur mon corps, sur ma forme, etc. Et c'est quelque chose que j'aimerais connaître davantage. Je fais bien sûr, comme tout le monde, des expérimentations, des pas, mais je pense que je me ferai accompagner aussi sur ce plan-là. Voilà, à l'avenir aussi pour aussi vieillir aussi, prendre de l'âge tout en gardant la forme et voilà, et ça passe. Voilà, on dit que l'alimentation est un très bon médicament, et je le pense aussi très sérieusement. Oui. Je pense qu'on peut croire Hippocrate et que oui, je pense profondément qu'une bonne nutrition, une nutrition adaptée, en effet, est un élément clé pour la longévité, une longévité heureuse. Eh bien, merci beaucoup pour cet échange, Gaëlle. C'était voilà, j'aime beaucoup ton approche qui est un peu proustienne. Ouais, c'est un peu passionnée, un peu entière sur tous les sujets. Donc, et en même temps sur le rien et sur le tout, enfin sur le quotidien. Et je trouve que Proust, il arrivait très bien à retranscrire ça aussi avec ses mots à lui. Mais complètement, oui. Et on croit que Proust est difficile, c'est une idée reçue. Lisez quelques lignes de Proust et je pense que beaucoup s'y retrouveront tout à fait. Après, c'est vrai qu'on n'est pas obligé de lire tous les livres de À la recherche du temps perdu, mais ne serait-ce que quelques lignes déjà pourra ouais, vous amènera à ce que tu disais, voilà, très bien. C'est une approche proustienne, c'est voilà, c'est l'approche de la sensibilité et des détails surtout qui sont nourrissants. un peu une sorte de double narrateur, d'un regard d'enfant et d'un regard après d'adulte. Oui, c'est très beau. On conseille. Et aussi, je te remercie infiniment. Je crois que je l'avais déjà dit dans un de ces podcasts, mais enfin un de ces épisodes plutôt, mais tu m'as fait découvrir le compte sur YouTube. D'ailleurs, est-ce que c'était une bonne chose? Je ne sais pas. Mais je vois de quoi tu parles. Ami Mommy, je crois, si je me trompe pas. Et oui, je l'ai encore regardé hier. Elle a sorti un épisode. Et donc c'est une Coréenne du Sud qui propose un regard, alors pour le coup pas écrit,
mais vidéo, avec des vidéos sublimes qui met en fait en valeur et en lumière son quotidien de maman au foyer, qui s'occupe de sa petite fille, qui s'appelle justement, je crois, Amy. Oui. Voilà, c'est ça. Et bon, alors déjà, moi qui ai un amour pour l'esthétisme et les matières nobles, ses intérieurs sont toujours magnifiques. Sa façon de filmer est magnifique. En plus, il y a les sons qui sont raccords quand il y a la pluie qui tombe. On entend chaque goutte tomber. Enfin, c'est du grand art, de l'ordinaire. Et merci de m'avoir fait découvrir cette chaîne YouTube qui du coup me fait passer de longues minutes à regarder ces vidéos. Mais c'est que du bonheur. Et en plus, il y a beaucoup d'alimentation dedans et de nutrition. Alors, il y a des choses que je suis d'accord et pas d'accord, mais en tout cas, elle cuisine tellement bien que c'est beau ce qu'elle prépare. Et bref, son univers est très doux et beau. Oui, et puis elle est suivie maintenant par plus de 2 millions quand même de followers sur YouTube, Ouais. Ce qui prouve que être femme au foyer, tu vois, en tout cas c'est comme ça qu'elle se définit, elle, voilà, ce n'est pas rien justement, et qui a, dans l'ordinaire, on peut aussi trouver beaucoup de sources d'accomplissement. J'ai l'impression que c'est son message aussi. Oui. Je trouve que c'est un très très beau message. Ah oui. Donc je mettrai aussi le lien pour cette chaîne pour que tu puisses faire découvrir encore à d'autres personnes et que d'autres personnes passent quelques minutes sur YouTube par semaine. Ouais, une très bonne idée, Mélanie. Eh ben, merci infiniment, Gaëlle, pour ces minutes, pour ces mots. Ben, merci à toi vraiment d'avoir pensé à moi. Ça me touche profondément. Voilà, j'espère avoir pu laisser aussi quelques messages. Et puis, n'hésitons pas à poursuivre la conversation. Moi, j'aime aussi donner du temps aux autres. Donc, voilà, si un de tes abonnés a envie de converser de quoi que ce soit, de ce que j'ai pu évoquer, voilà, n'hésitez surtout pas. Bon. Eh ben, écoute, le message est passé. Je t'embrasse bien fort. Moi aussi. Et je te dis à tout bientôt, Gaëlle. À très bientôt, Mélanie. Au revoir. Au revoir. Merci pour votre présence. Si cet épisode vous a plu, je vous laisse tout de suite aller lui mettre 5 étoiles, un cœur ou un avis, et vous abonner pour être informé des prochains épisodes. C'est comme cela qu'il grandit et que mon travail est mis en lumière. À très vite!